Donc c'est les eaux et les forêts. La première image, c'est celle de la butte de Soins, c'est dans le département de la Saône-et-Loire. Et on était monté là avec mon ami Jean-Christophe Bailly, qui est ce soir à Limec, donc à côté d'ici, puisqu'il y a le vernissage d'une exposition Gilles Tiberghien, avec une conférence de Jean Rollin, donc, qui est aussi un arpenteur des villes et des paysages. Et nous étions montés donc sur cette butte qui culmine à 393, je ne sais plus, 393 mètres, et depuis laquelle on est dans la campagne, 593, c'est à la même hauteur que Saint-Étienne, mais on est au milieu de la Saône-et-Loire, et à l'horizon de la campagne, on voit des villes. On peut voir très loin des villes comme ça, qui apparaissent d'une manière un peu fantomatique à l'horizon de la campagne. Et je trouve que c'est un point de vue qu'on a très peu souvent, parce qu'on a perdu l'habitude de regarder la ville depuis la campagne. Vous disiez les vides et les pleins, enfin, et puis j'aurais bien repris aussi l'allégorie du bon et du mauvais gouvernement du palais public de Sienne. Mais c'est-à-dire que les deux sont indissociables. C'est pour ça que quand on parle des eaux et des forêts, on parle également de la ville ou de la campagne, et que l'une et l'autre, au fond, ont un destin lié. Alors on n'est justement pas dans ce point de vue qui était représenté par... enfin, il est aussi intéressant, celui dessiné par le caricaturiste Saul Steinberg, montrant le monde à l'horizon d'une rue de New York, qui est aussi un autre point de vue. Donc les deux existent. Notre point de vue avec Jean-Christophe montant sur la butte de Soins, et celui-là où à l'horizon de la rue, le monde. Alors on va parler de Nancy, donc, parce que j'ai choisi Nancy parce que c'est le lieu où a été créée l'École royale des eaux et forêts, devenue École nationale des eaux et forêts. Donc l'école a été créée en 1824 et elle est devenue à la fin du 19e siècle l'École nationale des eaux et forêts. Et c'est une école qui a formé des grands urbanistes, enfin, comme le bien nommé Jean-Claude Nicolas Forestier, à qui on doit des plans de ville, mais aussi des jardins, c'est-à-dire qu'il a fait tour à tour le parc de Bagatelle, le Montjuïc à Barcelone et le plan de la Havane. Et c'est un versant de l'urbanisme, au fond, qui a été un peu laissé de côté, notamment par le mouvement moderne et son goût immodéré pour la politique de la table rase, dont le site dans lequel nous sommes, si j'ai bien compris, porte aussi, et la ville de Caen dans son ensemble, porte les stigmates, au fond, de cette idée de l'urbanisme né de la guerre, au fond, et de l'espèce de cycle démolition, reconstruction. Et donc, il y a aussi une idée de l'urbanisme en temps de paix, et non pas simplement l'urbanisme de l'après-guerre ou de l'avant-guerre ou de l'entre-deux-guerres, comme on disait au XXe siècle. Et donc, je me suis intéressé à l'idée de trouver des convergences entre ces deux thèmes, au fond, les eaux et les forêts, qui sont deux sujets que je trouve très fondateurs, au fond, de la culture du territoire en France. Alors ça, c'est les forêts, et c'est le Haut-du-Lièvre, donc les deux plus grandes barres de France, construites en 1962 par Bernard Zerfus, mais qui sont aussi pour loger les gens du centre-ville de Nancy. André Rossineau, qui a été pendant longtemps maire de Nancy, a habité quand il était étudiant en médecine dans ces bâtiments. Et chacun y est attaché. Prouvé, qui fut maire de Nancy à la Libération, l'architecte Prouvé, avait sa maison juste en dessous du Tilleul argenté, puisque ces bâtiments portent des noms d'arbres. Donc Bernard Zerfus les a nommés le Tilleul argenté et le Sabre bleu. Et puis quand on est dans cette ville de la forêt, on voit aussi la ville, les villes, c'est-à-dire la ville vieille, la ville de Charles III,
la ville de Stanislas et la ville au bord de la Meurthe, sur la vallée de la Meurthe, entre Nancy et Saint-Nicolas-de-Port, jusqu'à l'horizon et la fameuse ligne bleue des Vosges qui est à l'horizon de Nancy. Et dans la ville de la Forêt, il y a des bâtiments. Donc on voit ces images qui ont l'air d'être des collages, mais qui sont en vérité simplement des photos de ces bâtiments émergents de la canopée forestière et de ces forêts donc, qui ont envahi le plateau calcaire qui domine Nancy, puisqu'on est à 150 mètres au-dessus de la ville. Et puis là, se sont construits donc, le tilleul et le cèdre, qui reprennent la géométrie de la ville de Stanislas, et qui, les deux, bout à bout, faisaient pratiquement 1 kilomètre de long. Je dis faisait parce qu'on les a un peu modifiés, on va continuer à le faire aujourd'hui. Donc on est sur un territoire de 400 hectares, c'est un projet financé en partie par l'État avec l'ANRU. Et la première tranche de l'ANRU a été financée à hauteur de 250 millions d'euros, un peu plus, et on est en train de travailler à une seconde tranche. Quand s'est construit le tilleul et le cèdre, donc ces logements, la carrière Solvay, donc, qui était là qui était liée à l'exploitation minière et à toute l'industrie du bassin sidérurgique entre Nancy et Pompey. Donc on avait là une exploitation minière. Et donc on voit cette espèce de cohabitation entre la ville neuve, construite sur les hauteurs, et la ville industrielle, avec les tirs de mines, et petit à petit un merlon qui avait été construit pour protéger les habitants des 2 bars que je viens de montrer des tirs de mines pendant la journée, pour pas que les cailloux arrivent contre les fenêtres des habitations. Alors le premier acte qu'on a fait de transformation de cet endroit, c'est de faire 850 000 m3 de terrassement pour transformer cette ancienne carrière en un terrain possiblement constructible pour fonder, au fond, pour considérer que ces 2 bars, que le tilleul et le cèdre, étaient les traces possibles d'une fondation de la ville. Et alors longtemps, on a pensé que la forêt était un obstacle entre le centre-ville, donc avec cette tradition, y compris la place Stanislas, enfin, qui est vraisemblablement une des plus belles places du monde, enfin, et donc tout le monde projetait cette idée, enfin, c'est un peu ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire en disant il faudrait que la ville du Haut ressemble à celle du Bas. Mais en fait, la ville du Haut, elle était différente, elle était près de la forêt. Et quand on a commencé en 2004 à travailler sur ce sujet, j'ai fait un voyage au Japon, dans une ville où les gens de Tokyo vont se réfugier quand il fait trop chaud, qui s'appelle Karuizawa, qui est une ville dans la forêt. Et donc j'ai pris cette photo à Karuizawa, donc nous sommes en ville, et en même temps on est dans la forêt, donc c'est l'autre versant là on n'est pas dans le nord, on est dans une autre civilisation, mais qui aussi vit dans les arbres. Et on avait au début construit un petit bureau de poste, parce qu'on essayait de faire des témoins au fond de la transformation de ce quartier. Et j'avais fait ce petit dessin pour dire que vous pouvez finalement se servir de la forêt en plantant des arbres, mais aussi en recueillant les eaux dans des noues et des fossés, en faisant pas du tout de tuyaux d'assainissement, en reportant tout l'argent des tuyaux d'assainissement dans l'aménagement de surface, et en proposant de faire des espaces publics qui coûtent infiniment moins cher. Parce qu'en fait, on avait fait un premier plan quand on a rempli la matrice de l'ANRU, on avait un prix au mètre carré pour faire l'espace public. Avec ce prix, on faisait trop peu d'espace public pour concerner l'ensemble du quartier. Donc on a décidé de dépenser 3 fois moins et d'en faire 3 fois plus. Et donc on a fait 100 hectares d'espace public, avec le même budget que celui qui avait été prévu pour en faire une trentaine. Et donc pour faire ça, on a dû faire une sorte de révolution culturelle et de faire autrement. Donc, et pour partager cette idée, donc ça rejoint aussi un des thèmes
était annoncé tout à l'heure, on a essayé de partager le projet. Donc on l'a exposé dans les grands salons de l'hôtel de ville Place Stanislas sous forme d'un plan que les gens pouvaient parcourir. Parce que on dit les gens ne savent pas lire les plans, mais en même temps, on peut, quand on marche dans une rue, on comprend bien que ça va être une rue, on voit la place du parc, et chacun se figure de ce que ça veut dire, et donc on peut aussi prendre un peu de temps pour lire les plans ensemble. Et quand on est dans les salons de la place Stanislas, et notamment dans le bureau du maire de Nancy, on voit, couronnant la ville, au-dessus ici des bâtiments de Héré, on voit ceux de Bernard Zerfus qui couronnent la ville. Et donc c'est aussi intéressant. Et donc on a dit on pourrait ouvrir ces deux bâtiments pour que le plateau et la ville dialoguent. Donc on a fini par faire ça. Donc voilà comment on est passé des deux bars à casser les tours étoiles qui étaient là. Et on a cassé aussi une partie de ces bâtiments, non pas pour s'en débarrasser, mais pour d'abord qu'ils laissent un passage ouvert entre le plateau et la ville. Et on a appelé d'ailleurs cet endroit le plateau de Haye. Et c'était une décision du projet, au fond, c'était en faisant ce projet qu'on a changé la dénomination, et maintenant c'est devenu le nom usuel. Et donc le fait d'adopter le nom géographique, parce que chacun appelait ça le Haut du Lièvre, ou alors la ville du Haut, et donc elle a changé de nom, et elle a pris son identité géographique, mais qui est aussi celle de l'appellation de la Grande Forêt de Haye, qui est une des plus grandes forêts domaniales de l'Est de la France. Et donc vous voyez, donc on a ouvert alors c'est insuffisant, parce qu'aujourd'hui on va continuer à transformer ces bâtiments. Mais c'était la première couche, en quelque sorte la première couche de la transformation de la ville. Et déjà ça a apporté quelque chose qui faisait que le regard changeait aussi sur cet endroit. On est passé des parkings, des anciens, ici d'un bâtiment qui s'appelait le Marronnier Rouge, à un ensemble de logements en bois, qui sont aussi des logements sociaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé les arbres de l'ancien parking, qu'on a gardé la fondation de l'ancien parking, pour faire que tout ça se fasse dans une très grande économie, et de faire qu'on fasse une attention très grande, comme si on était dans un centre historique, à chaque chose qui existait, pour travailler avec l'existant et récupérer ce qui existait. Et puis, y compris installer dans ces jardins, des jardins partagés, avec ici des haies qui sont constituées avec des framboisiers, des cassissiers, etc., entretenus par les gens et pas entretenus par des jardiniers de la ville. Et donc imaginez que c'était aussi le projet de l'ANRU de séparer les espaces entretenus par la communauté urbaine, enfin devenue métropole, ceux entretenus par les villes, puisqu'il y a 3 villes, Nancy, avec ses villes, et Laxou, et ceux entretenus par les propriétaires ou les offices d'HLM. Et donc, mais à faire un pas de plus pour faire aussi que les gens puissent entretenir leurs abords eux-mêmes. Et puis changer, il y avait un parc qui avait été fait par un préverdissement qu'on a laissé. On a transformé ce parc en faisant 5 € du mètre carré de travaux, par mètre carré de travaux, en disant on va laisser ce qui existe déjà, mais simplement peut-être le faire découvrir d'une autre façon et permettre qu'un parc très simplement traité change de rapport aussi. Alors on a simplement fait des plessis pour empêcher que les gens marchent dans les forêts, enfin dans les bois. On a laissé les prairies ouvertes avec des tontes très espacées et des chemins naturels qui fait que tout d'un coup, ce lieu a pris des airs de campagne comme ça, et avec très peu de moyens. Et vous voyez, par exemple, le mobilier, on l'a fait avec les troncs d'arbres qu'on avait abattus in situ, donc pour faire accepter par Socotec, qui était le bureau de contrôle, ces éléments comme du mobilier urbain, si vous voulez, il a fallu un peu discuter, mais on y arrive. Donc, et puis vous voyez les plessis qui font qu'on ne marche plus dans les sous-bois, donc on n'a pas besoin de les entretenir, et que en même temps la faune se réinstalle dans ces sous-bois, et le Haut du Lièvre, les lièvres sont venus. Mais aussi
les gens qui habitent désormais sur le parc, dans des nouveaux logements sociaux, puisqu'on a démoli 1200 logements, on en a reconstruit 700. Et on a coordonné la construction de ces 700 logements pour qu'ils s'ouvrent sur le... Et vous voyez, dans ces espaces très simples, les gens s'installent, font des pique-niques, partagent un repas ensemble. On a fait un jardin-école où les gens apprennent à cultiver, parce que on peut toujours dire on va faire des jardins familiaux, partagés, etc. Mais il faut que chacun puisse apprendre à cultiver son jardin. C'est pas tout à fait, c'est pas inné, quoi. Et donc on a fait un jardin-école et il y a un jardinier en retraite des services de la ville de Nancy qui est venu s'occuper de donner des cours à cet endroit-là, dans un jardin partagé. Puis ensuite on a créé, à l'endroit où on avait démoli la barre, on a créé des jardins. Et c'est très important parce que les gens, on a créé aussi un restaurant, enfin une cantine, un abri dans lequel les gens peuvent manger ensemble les fruits ou les légumes qu'ils cultivent, parce que le ministère de la Santé recommande de manger 5 fruits et légumes par jour. Et il faut juste avoir les moyens, d'une part, de se les acheter, et puis il faut avoir le goût de les cuisiner, quoi. Et donc, on a développé ça, et comme il y a 70 des gens qui viennent de 70 pays différents, eh bien, ils partagent maintenant des recettes. Et c'est aussi une façon de partager quelque chose. Alors, c'est là aussi, on s'est installé pour parler du nouveau projet, donc dans la cuisine. Donc, on a discuté autour de la table avec les gens qui étaient réunis là. Alors, certains qui passaient, d'autres qui étaient conviés et on avait imprimé les plans sur de façon à pouvoir dessiner dessus, nommer les lieux, et puis imaginer comment, à partir de ce qu'on avait déjà fait, on pouvait imaginer la suite. Donc de se servir, voilà, et puis les gens visitent le parc, il y a les chevaux, l'herbe qui n'est pas tondue, donc ça prend tout de suite une allure. Alors c'est très intéressant parce que cet endroit qui est quand même un endroit assez rudement soumis à l'épreuve des gens qui l'habitent, enfin, il y avait toutes sortes de comportements. Moi, quand on est allé sur le chantier au début, j'ai entendu un grand bruit derrière moi, c'est une machine à laver qui tombait du 10e étage, si vous voulez, donc vous êtes dans un endroit qui n'est pas, c'est pas exactement comme ça, c'est pas spontané, le fait de se balader dans l'espace public et de le partager, quoi. Donc il faut, on a compris aussi qu'en dans des endroits très simples, ils devenaient plus facilement, ils n'étaient pas dégradés au fond. Ils étaient, et les gens les respectaient, même si, alors ça effrayait tout le monde parce que les gens viennent là et font des brochettes ou des barbecues en faisant des petits feux dans le parc. On se dit oulala, terrible, mais en même temps, c'est génial. Je veux dire, il ne se passe rien, les gens éteignent d'ailleurs après, et ils prennent en charge tout ça. Et c'est très important. Vous voyez, il y a la voie de bus qui passe, puisqu'il y a un transport, un bus à haut niveau de service, donc qui était moins cher que le tramway, et qui permet de faire qu'on est à 10 minutes de la gare. Donc, et puis pour monter sur le plateau, de toute façon, ce tramway, ça passait pas. Donc voilà. Et puis le long de l'autoroute, à la place d'une rue, là c'est une ancienne route qu'on a transformée en parc linéaire. Et on a fait un mur en anti-bruit avec le financement de nos rues qu'on a un peu tourné comme ça. Parce qu'on a fait une réunion publique avec les gens du quartier. Et ils nous ont dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire de la résidentialisation, se faire ceci et cela, tant que vous n'aurez pas réglé le problème numéro 1, qui est le problème du bruit, vous n'êtes juste pas audible, si je peux me permettre. Donc, on a dit, le problème numéro 1, c'est de régler le problème du bruit et de faire que quand on sort de chez soi, on puisse se parler et s'écouter, s'entendre, etc. Donc, on a fait ça. On a créé ce mur en gabion sur 1,1 km, 7 mètres de haut. Ça devait une promenade. On a gardé les arbres qui étaient déjà là sur le talus de l'autoroute. Et on a gardé même la chaussée de l'ancienne voirie pour en faire une promenade et l'infiltration dans des fossés. Et maintenant, on travaille à un nouveau plan, le voilà, pour
aller jusqu'à la lisière de la forêt, recouper les bars en immeubles différents, et on a commencé à construire des logements. À côté de la maison de Jean Prouvé, en haut, on a fait ces petites maisons. C'est des maisons qu'on a fait avec le NI, qui est la société qui construit des logements en accession, adossés sur l'office d'HLM de Nancy. Et donc, la clé, c'était de dire le prix de sortie, c'est 150 000 € pour des maisons qui doivent faire 100 mètres carrés avec leur petit jardin. Donc, le foncier est donné. Ils ne payent pas de charges foncières, donc il n'y a pas de recettes. En même temps, il y a 28 maisons qui ont été construites et il y a 65% des occupants qui viennent d'un autre quartier. C'est-à-dire qu'ils sont venus d'autres quartiers de Nancy et qui sont venus là et qui ont fait le choix de s'installer là dans ces maisons. Parce qu'en fait, tout l'enjeu, c'est de faire que petit à petit, on arrive à faire cette fameuse mixité sociale. Et on a compris en discutant avec Frédéric Richard, qui est le nouveau directeur de l'office, qu'il fallait maintenant s'attaquer autour du tilleul, enfin au bar du tilleul et du sel, pour faire qu'elle devienne enviable pour d'autres populations. Et donc on est en train de travailler avec des gens de Mulhouse qui font des lofts. On va découper ces bars en immeubles séparés et on va faire dans une de ces bars peut-être des lofts pour que des gens... Parce que tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas dire que ça va rester des logements sociaux, puis à côté on va faire d'autres choses, il faut que ça puisse devenir autre chose. Donc on discute avec les représentants de l'ANRU pour savoir comment tout ça se monte, comment on arrive à passer au travers de l'impossibilité de reconstruire du logement social sur le site, qui est une mesure totalement, qui est une mesure vue d'en haut, alors qu'en réalité, reconstruire sur le site des logements différents, ça peut avoir un énorme effet d'entraînement. Donc on est en train d'essayer, non pas de contourner la règle, mais d'essayer de la confronter à la première tâche qu'on a fait, en disant mais si on a réussi ça, et si maintenant... Et donc, si vous voulez, tout ce que je vous raconte, c'est une façon de changer la ville. Alors, l'autre quartier qu'on a fait à Nancy, c'est la ville de l'eau. Et ça, on a commencé le quartier du plateau de Vène en 2004, et on y travaille toujours maintenant à ce nouveau plan, en construisant des immeubles, en s'occupant d'espaces publics, en faisant de l'urbanisme, de l'architecture, du paysage, de tout ça. En faisant de l'économie, de la programmation, en travaillant avec chacun, avec les services des villes, avec les élus, avec les directeurs des offices, avec les services des espaces verts, de la métropole, des villes, etc. Donc c'est un véritable travail de dialogue. Je passe assez vite parce qu'il faut aller vite. Et puis là, on avait commencé en 1989 à travailler sur la ville de l'eau. Parce qu'il y avait eu en 1983 des terribles inondations sur les bords de Meurthe à Nancy, avec des gens qui avaient été emmenés par les crues, des morts, etc. Donc c'était un sujet. Et quand André Rossineau a été élu dans son premier mandat, je crois en 87, quelque chose comme ça, c'était son... Voilà, il a commencé à s'occuper de la lutte contre les inondations. Donc on a travaillé sur l'idée qu'il y avait une nouvelle ville qui pouvait se construire entre le canal de la Marne au Rhin et la Meurthe, qui était la ville de l'eau, et de transformer quelque chose qui avait été redouté avec les inondations en une chose qui serait appréciée, puisque Nancy était une ville qui ne s'ouvrait pas sur l'eau. Et voilà, c'est les premiers travaux d'aménagement des rives de Meurthe pour lutter contre les inondations sous la pile du pont Renaissance, donc qui était le pont qui franchissait la Meurthe. Et les premiers travaux qui ont été faits, avec une promenade au bord de la Meurthe pour faire que ça soit non seulement des travaux d'endiguement technique, mais qui ouvrent à la promenade des bords de Meurthe, que les gens puissent se promener sur ces quais inondables. Et à partir de là, on a imaginé, sur le tracé de la ville industrielle, commencer à fonder la ville. Voilà, ça c'était l'état des lieux quand on a commencé à travailler, avec l'industrie qui avait été démolie.
Et on a dit, on va créer quelque chose qui va faire que la ville commence à se construire. Et ce quelque chose, parce que pendant longtemps, tout le monde était obsédé par l'idée de reconstruire la nouvelle place Stanislas de l'autre côté du canal. Et il y avait même un projet qui avait été fait par un architecte postmoderne, reconstruisant une place Stanislas avec des immeubles en verre sur lesquels étaient gravés les ordonnancements de la place Stanislas. Et c'était porté par un certain nombre d'associations de défense du Vieux-Nancy comme étant l'alpha et l'oméga de la reconstruction de la ville. Et on a proposé de dire, on va faire un jardin d'eau au bord du canal, et ce jardin va être parce que l'école de Nancy était aussi avec Victor Prouvé, Émile Gallet, etc., des gens qui avaient tous leur jardin. Et donc, il y avait dans l'école de Nancy, pour faire de la ferronnerie d'art, des vitraux, etc., les gens s'inspiraient des iris, de la berce de Sibérie, enfin, qui est aussi une plante invasive d'ailleurs. Voilà, ils s'en servaient comme motif décoratif, quoi. Et on s'est dit, mais on peut rendre hommage à cette école en plantant ses essences dans un jardin d'eau. Donc voilà le terrain tel qu'on l'a trouvé. Et on a fait le jardin, comme ça, qui était un jardin 1,5 hectare et demi, fait avec des moyens relativement modestes, avec de l'eau qu'on avait puisée et qui circulait comme ça, sur les traces des anciennes industries. Mais on a fait un jardin très régulier, en se disant ce jardin est la fondation de la ville. Et en fait, la règle urbaine, elle est écrite avec ce jardin. Au square correspondent des rues, au bassin correspondent des bâtiments, et on a fait un règlement, mais en fait le règlement c'était le jardin. C'était une façon d'écrire sur le sol de la ville la règle de la ville à venir, et de commencer non pas par des bâtiments, mais de commencer par un jardin. Et donc maintenant ce jardin a poussé, il y a des bassins, et c'est devenu un lieu dans lequel l'immobilier, donc les bâtiments qu'on a fini par construire, après avoir fait le jardin pendant 2 ans, il ne s'est rien passé. Donc j'ai été renvoyé à mes chères études. Et puis au bout de 2 ans, les promoteurs sont venus et ont commencé à construire. Et aujourd'hui, c'est les appartements les plus chers de tout Nancy, qui sont là devant ce jardin d'eau. Et parce qu'on a eu la patience d'attendre ça. De ne pas commencer, parce que la tentation, c'est de commencer à faire de l'autre côté du canal des logements sociaux en se disant c'est toujours ça de prix, mais c'est pas comme ça qu'il fallait commencer. Et en faisant le jardin d'eau, on n'a pas commencé comme ça. Et les logements sociaux sont venus après, ce qui change tout, c'est-à-dire qu'ils sont venus dans un quartier qui avait une valeur par ailleurs, quoi, et pas par défaut. Donc voilà les jardins avec les bassins, avec la promenade le long du canal, et les bâtiments qui sont venus se construire. Je ne sais pas s'ils figurent dans aucune revue d'architecture, mais c'est des bâtiments assez agréables, avec des balcons assez confortables, et dans lesquels les gens sont plutôt contents de vivre, et qui, compte tenu de leur date de construction, ne sont pas démodés. Parce que vous voyez là des bâtiments des années 80, la plupart du temps c'est assez dramatique quand on revient sur les lieux. Là ça va. Et puis on a fait les rues avec des arbres en s'occupant de dessiner les choses. Parfois c'était fait par les services de la ville, parfois on le faisait nous-mêmes. On a fait par exemple les parkings souterrains. On a dit le problème c'est comment rentre-t-on dans un parking souterrain. On a dit l'entrée dans un parking souterrain c'est une rue, puisque la plupart des gens conduisent leur voiture eux-mêmes et rentrent dans le parking eux-mêmes. Et donc l'entrée noble d'un immeuble, c'est pas seulement l'entrée dans laquelle on entre à pied, avec le marbre et les ficus benjamina et le lustre, etc. C'est le parking. Et en général, dans le parking, on ne dépense pas du tout d'argent. La porte du parking est une porte sans intérêt. C'est pas vaguement en blanc avec des ballons fluo les moins chers possibles. Mais en fait, tout le monde, les gens qui rentrent chez eux en voiture rentrent par là quand même. Donc on a dit il faut que les rampes d'entrée dans le parking soient de beaux espaces, qu'on ait envie d'y passer et que ce soit même pas angoissant d'y aller.
Puis donc on a continué à faire des rues, et puis on a fait des immeubles ouvrant sur ces espaces avec des balcons, et puis on a fait des parkings, silos, parce que la commande de ce bâtiment c'était une supérette. Il y avait un terrain, donc on a dit il faut faire une supérette. Maintenant la supérette, il faut faire 200 places de parking. On a dit mais on pourrait peut-être faire les 200 places de parking sous la supérette. Et une fois qu'on a fait ça, au-dessus, on peut faire des logements. Puis au-dessus, on peut faire des parkings. Donc sur le même terrain, on a fait 700 places de parking en silo. On a fait 85 logements et on a fait 3000 mètres carrés de commerce. Et en passant de la supérette à l'immeuble, on a, voilà, maintenant il y a l'immeuble avec ses rangs et le parking souterrain, on a créé des douves. Ça fait que quand vous descendez dans le parking, vous avez la lumière naturelle. Qu'à aucun endroit, quand vous vous garez là-dedans, vous avez l'impression de rentrer dans un endroit anxiogène, qui ne sent pas bon, et dans lequel personne n'a envie d'aller. Et donc la ville, c'est aussi, vous voyez, quand vous montez dans le parking silo, vous avez des paliers, et quand vous sortez de l'ascenseur, vous voyez la ville quand vous allez chercher votre voiture. Et puis, voilà, il y a des commerces, et puis un peu protégés, des appartements avec des grands balcons et des stores. Et puis quand on est chez soi, on voit la ville, on a un grand balcon. Et ça, c'est l'arrêt de bus, c'est cet immeuble, qui n'est pas non plus considéré comme un immeuble tout à fait remarquable, mais que j'aime bien pour l'avoir fait, parce qu'il superpose toutes ces fonctions, et qu'il les superpose d'une manière confortable et agréable. Et puis on a transformé un ancien bras de décharge en promenade, mais aussi en une rivière pour les canoës. Parce qu'il y avait une équipe assez douée en aviron et canoë-kayak, donc on a été fortement encouragés à créer ce parcours qui est maintenant, ça c'était cet été, il a fait particulièrement sec, mais ça c'est quand il y a de l'eau, et donc ça fait un parcours de canoë dans la ville. Et puis, on a fait des grandes promenades, parce que quand on a fait le jardin d'eau, après on a dit comment on continue à faire des espaces publics. Est-ce qu'on peut les faire aussi chers? Non. Mais est-ce qu'il faut les faire plus petits au même prix, ou est-ce qu'il faut les faire grands et pas chers? Et donc on les a fait grands et pas chers. Et on a dit, parce que si on les fait petits, c'est cuit, quoi. Après, ils sont pour toujours petits, quoi. Alors que quand ils sont grands et pas chers, ils peuvent évoluer. Et ils ont évolué puisqu'on a fait des cinémas. Donc les cinémas, c'était des cinémas multiplex, en ville. Sous ces cinémas, on a mis un bowling. Et à côté du bowling, parce que on s'est dit, la façade des cinémas, ça ne peut pas juste être une façade aveugle de cinéma. Donc on a glissé des restaurants sous les cinémas, le bowling, les cinémas. Ce qui fait que tout le rez-de-chaussée de ces cinémas, c'est des restaurants. Et les restaurants sont devenus des endroits très populaires. Et ils ont tous demandé à avoir des terrasses dehors. Donc on m'a dit, est-ce que vous voyez un inconvénient à ce qu'on abîme un peu votre promenade en mettant des terrasses de restaurants? J'ai dit non. Au contraire, allons-y. C'est des salons, les gens vont s'installer et c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et donc on a fait ça, et maintenant, ça vit comme ça, quoi. Et on s'occupe, parce que j'ai parlé un peu légèrement de l'architecture, mais on s'occupait de faire que tous les bâtiments, puisqu'on a fait des faisabilités pour chacun des bâtiments qui s'est fait, on a même été un peu accusé d'empêcher la libre expression et la créativité de toutes les équipes d'architectes, mais on a fait en sorte que tous les bâtiments se concentrent sur des sujets qui nous paraissaient importants, c'est-à-dire les balcons, les grandes terrasses, le rapport au toit, la façon dont l'eau descendait, etc. L'absence absolue d'ornement si on n'avait pas les moyens de s'en payer. Et donc, j'ai été vécu comme une sorte de tyran domestique, si vous voulez, mais en même temps, à la fin des fins, ça a permis de créer Et puis il y a des gens qui disaient c'est une ville de béton et ça, alors qu'on était en train de planter plus d'arbres qu'on n'en a jamais planté dans un quartier de Nancy. Et maintenant, on voit ça, et alors on arrive à une chose intéressante, c'est qu'on retrouve dans cette ville qui était une ville dans laquelle les anciennes industries avaient été rasées, on retrouve le contact avec les anciens bâtiments, les anciens abattoirs, des bâtiments qui sont restés là. Et du coup, cette ville, qui était un peu une ville neuve, est en train de retrouver
ces ancrages dans la ville qui étaient déjà là. Et il y avait cette halle pour les moutons de l'abattoir. Et on en a fait un salon sans fonction. Parce qu'on a dit, oulala, il faut trouver un programme. J'ai dit, si le temps qu'on trouve le programme, c'est parti pour 10 ans là, de discussion pour savoir s'il faut plutôt faire comme ci, plutôt faire comme ça. Donc on va faire juste un abri. Et comme à côté, il y avait le lieu des musiques actuelles, qui avait opté juste à côté. L'autre cavale, qui est la salle des musiques actuelles, donc des musiques amplifiées ou actuelles, je pense que je ne sais pas comment il faut lire les acronymes. Et donc on a juste pris la même couleur que le bâtiment pour peindre la structure en disant, alors que personne ne veut que ces musiques actuelles s'emparent de ça, peut-être, spontanément, ils vont peut-être s'en servir. Et en fait, ça marche pas mal. Parce que spontanément, ils viennent occuper cet endroit. Alors tout le monde nous a dit, là, ça va être un repère de SDF, ça va être épouvantable. En fait, pas du tout. C'est un endroit ouvert, donc on est toujours vu. Et donc, en gros, c'est utilisé quand les gens des musiques actuelles, et c'est devenu un lieu très fréquenté pour voilà, les musiques actuelles avec leurs couleurs. Et voilà le petit hall qui sert à rien et qui sert à tout, et c'est vraiment bien. Et puis il y avait une ancienne halle, les abattoirs, qui a été. Il y avait un petit budget pour la désamianter. Et donc avec le budget du désamiantage, avec l'aménageur qui est la Solorem, et l'établissement public foncier de Lorraine, le PFL, qui finançait la transformation des anciennes friches industrielles, du bassin sidérurgique, etc. On a dit on va faire une grande halle sans fonction et avec le prix du désamiantage, on va la rendre praticable. Et c'est tout. Et on l'a laissé comme ça et maintenant on commence à se demander comment on va suivre ça. Il y a un programme assez intelligent qui est en train d'être fait avec des artistes qui vont peut-être s'en emparer, mais on l'a toujours gardé comme un parapluie. Et c'est l'autre halle qui va devenir la halle qui va abriter les artistes. Mais dans cette halle-là, on a fait une grande exposition qu'on a appelée les ressources de la rivière, avec un autre grand plan, très grand, qui représentait toute la ville au bord de l'eau, pas seulement le centre, Nancy, mais toutes les communes de la métropole, de Saint-Nicolas, depuis, enfin, tout ce qui est le long de la Meurthe, pour dire il y a là un territoire à découvrir, et cette exposition va vous permettre de découvrir une ville que vous ne connaissez pas. Et on a fait une chose, c'est qu'on a fait des dessins avec un architecte qui s'appelle Mehdi Zanan, en disant, on va dire, regardons, donc ça c'est un dessin qui dit regardons, et ça c'est un dessin qui dit imaginons. Genre, par exemple, vous avez... Et là, personne ne nous avait commandé ces projets, c'est juste un pur produit de l'imagination. C'est-à-dire que vous avez des terrains de sport, et autour de ces terrains de sport, tout le monde veut garder ces terrains, mais personne ne sait payer les terrains de sport. Donc on dit peut-être qu'on pourrait construire des immeubles autour des terrains de sport en gardant les terrains de sport. Parce que là, il y a une ressource foncière, quoi. Un foncier invisible, comme on dit. Et puis voilà, il y a un bâtiment assez beau, un ancien moulin près du pont Renaissance, voilà un espace de voirie. On peut transformer les choses et puis dire que ça peut devenir des lieux, peut-être des résidences pour les étudiants, un lieu où les gens peuvent se réunir. On s'est servi d'un tableau assez célèbre de l'école de Nancy avec des gens qui partagent un repas, des canotiers qui partagent un repas, et on a réinterprété ce tableau aujourd'hui, quoi, comme une possibilité d'occuper l'espace public. Il y a un bâtiment du 18e dans lequel est enterré Stanislas, qui se trouve dans une zone d'activité. On a dit, mais cette perspective sur Notre-Dame de Bon Secours, peut-être on peut faire autre chose. Donc on propose des choses comme ça. Et puis là, il y a une autoroute qui a une voie qui s'appelle la VEB, ça veut dire voie de la banlieue est, voie express de la banlieue est. C'est tout un programme. Et donc, arrivant au coin de la Pépinière, dans le centre de Nancy, débouchant sur la ville vieille,
à côté. Enfin, on est au cœur historique de la ville et on fait débarquer ça. Donc on dit cet ouvrage pourrait être supprimé et au même endroit on peut avoir ça. Il suffit de faire atterrir les voitures un peu plus tôt et on retrouve tout d'un coup une dimension d'un espace qui redonne toute une possibilité. Là, on est sur les bords du Bras Vert, avec les terrains Nordon, c'est une entreprise qui fabrique des tuyaux pour les centrales nucléaires très sophistiquées et qui est en vie. Il faut qu'elle puisse rester en vie. Et en même temps, peut-être, elle n'a pas besoin d'être enfermée derrière des hauts murs. Et puis, on peut l'ouvrir comme ça. Et alors, on l'a ouverte, effectivement. Donc, maintenant, on est sur le Bras Vert. Et on voit la petite halle que je montrais tout à l'heure. Et puis, on voit l'agence d'urbanisme. Et l'agence d'urbanisme, c'était les écuries des abattoirs. Et donc, le directeur de l'agence d'urbanisme, il m'a dit, moi, j'irai jamais dans une écurie. Vous imaginez, moi, dans une écurie. J'ai dit, non, je ne vous imagine pas dans une écurie, mais peut-être qu'il faut y travailler un peu. Et donc, on a dit, l'écurie, elle pourrait devenir ça. Et alors, c'est là, parce qu'on a cherché à faire un bâtiment emblématique pour l'agence d'urbanisme. Et avec Solo Invest, avec la Solorem, on a cherché un investisseur. Et le bâtiment emblématique, il est devenu moins emblématique, plus petit, etc. Et à la fin, on s'est rendu compte que cet endroit, qui était comme ça, les greniers, là, ils étaient toujours là, et qu'il y avait un permis de démolir qui avait été délivré, mais que le bâtiment n'avait pas été démoli. Et on a fait un calcul parce que l'agence d'urbanisme payait un loyer dans l'endroit où elle était, à côté de la gare. Et avec ce loyer, elle pouvait payer des travaux jusqu'à hauteur de 2,5 millions, toutes dépenses confondues, de travaux. Et donc, on a signé un contrat avec Solo Invest, qui est la filiale d'investissement de la Solorem, en disant le budget, le programme et le projet, c'est le budget, c'est le 1,5 million. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Et avec ça, vous allez transformer ce bâtiment, accueillir l'agence d'urbanisme et faire aussi d'autres locaux pour l'université, etc. Donc on avait en gros 1 000 € du mètre carré, ameublement compris, agencement compris, et on l'a fait avec ça. Parce que c'était, de toute façon, on n'avait pas le choix, il n'y avait pas de taux de tolérance, de trucs, de machin, c'était le programme. Donc on a fait un appel d'offres en lots séparés, et on a fait ça jusqu'à ce qu'on a discuté de chaque détail, jusqu'à ce que ça rentre dans le prix. Et alors les gens de l'agence d'urbanisme voulaient absolument des bureaux fermés, parce qu'ils avaient tous des bureaux fermés. Et là, dans le bâtiment, les bureaux fermés, ça va être compliqué. Mais on peut trouver un compromis. Parce que vous allez avoir beaucoup plus d'espace que nous en avons aujourd'hui, et donc vous pouvez avoir des lieux semi-ouverts. Vous serez quand même un peu chez vous, et vous verrez les autres, et puis c'est peut-être pas si mal que ça dans une agence d'urbanisme. Et on avait vu dans les greniers les latis. Et on a dit avec ces latis, on peut faire ça, revisiter les latis. Et puis voilà, c'est devenu un endroit. Et tout le monde se réunit là-dedans parce que c'est plus sympa qu'ailleurs. Mais c'est plus sympa qu'ailleurs, mais en même temps, si on avait fait le programme avec les bureaux fermés, le rapport entre la surface utile et la surface construite et tous ces trucs, on ne faisait jamais ça. Voilà, donc on a fait ça et maintenant c'est installé ici. Et puis on a fait au bord de la Meurthe une sorte de grande prairie où est tiré maintenant le feu d'artifice. Et on a installé des chaises longues cet été. Donc les gens sont installés sur des chaises longues pour prendre le soleil. Et puis, la dernière opération qu'on fait, c'est une petite opération de 70 logements. Et cette opération-là, c'est une cour, un deck, parce qu'on est dans un terrain un peu pollué. Donc il faut se décoller du sol, donc on met le parking au rez-de-chaussée, et on monte le jardin à R+1. Et on fait des petits bâtiments de 3 niveaux autour de ça. Et on a dit, mais est-ce que les collectivités ont les moyens de payer un espace public pour tout le monde dans la ville? Non. Mais est-ce qu'il y a 70 logements, est-ce qu'ils peuvent produire une petite communauté, un endroit que les gens peuvent partager? Donc on a proposé de faire un deck où les gens peuvent se réunir,
avoir un barbecue, des jeux d'enfants, etc. Mettre les voitures en dessous, au sol, donc on ne creuse pas de parking, c'est très économique. On plante des arbres qui poussent au travers du parking et qui sortent dans le... Puis j'ai fait ce petit dessin avec des jardins sur le toit. Et on a mis en vente cette opération, au prix du marché à Nancy, dans ce quartier. Et le jour où ça a été mis en vente, il y a eu des réservations pour 35 appartements sur les 70. Et le promoteur que j'avais entraîné dans cette aventure, parce que les gens étaient un peu frileux là-dessus, en disant on est à Nancy, c'est pas la capitale, on n'est pas dans le 11e arrondissement, vous allez voir ce que vous allez voir. On a vu ce qu'on a vu, et on va le faire. Et je voulais terminer là-dessus parce que, si vous voulez, c'est aussi ce petit détour pour en arriver à faire peut-être autrement des programmes de bâtiments comme étant le prolongement, alors comme disait Clausewitz, c'est-à-dire qu'est-ce que ça serait l'architecture? Ça serait de prolonger la ville par d'autres moyens. Vous savez ce qu'il a dit sur la guerre et la paix. Merci beaucoup. Yeah.